Donc, merci beaucoup, Julien. Et puis, merci à tous d'être là sur cette session ESRA-SFAR. Et merci beaucoup à la SFAR d'accepter l'ESRA. Je vous montre un truc pour ceux qui s'intéressent à l'ESRA. Là-haut à gauche, vous êtes les premiers à le voir. C'est le nouveau logo de l'ESRA. On a beaucoup bataillé, on s'est beaucoup engueulé au sujet de ce logo. Vous êtes les premiers. Eleni Moka, qui est la présidente, l'a montré une première fois lors de nos réunions. Et donc, ce sera le nouveau logo de l'ESRA où on garde cette notion d'étoile. Et puis voilà. Et puis l'ESRA, on a laissé le terme parce qu'on ne pouvait pas le changer. Et à ce sujet d'ailleurs, ça c'est mes conflits d'intérêts, j'en ai probablement, je ne sais pas si j'en ai sur ce thème. À ce propos d'ailleurs, je vous invite tout de suite le 25 janvier, ça me permet de parler un peu de l'ESRA, à la journée mondiale d'anesthésie loco-régionale, qui a été montée par l'ESRA, qui est une idée initiale du groupe de Claude, Luc Mercadal, Alain Delbos, Laurent Delaunay, qui était de créer une journée française, et puis après c'est devenu une journée européenne, et l'année dernière c'est devenu une journée mondiale. Il y avait 14 000 participants, 55 pays, 150 villes le même jour qui parlaient d'ALR. Ce sera au Comet de Paris, je vous invite à venir. Ça vous permet de venir membre de l'ESRA, ça permet d'en parler rapidement. Et le membre de l'ESRA, ça permet d'avoir accès à RAPM et à toutes ces plateformes de formation. Et on va essayer de discuter un petit peu avec l'ESRA pour que même le diplôme, le niveau 1 du diplôme européen d'anesthésie loco-régionale, on puisse avoir une version française et une validation, une qualification directement sur la France. Pour ceux que ça intéresse, on va essayer de faire ça assez rapidement. Ça vous permettra d'avoir tout ça. Et je vous ai mis des petits QR codes pour récupérer les informations à ce sujet. Donc ça, c'était juste pour parler de l'ESRA. Et là, je vais parler et je vais être aidé par Frédéric pour vous parler de la Wallante. Mais on ne va pas forcément vraiment vous parler que de Wallante. Ce qu'on va surtout mettre en avant, c'est l'intérêt de ces techniques-là dans notre pratique au quotidien. Et j'ai repris le titre de cette session qui était 4 messages, et donc je vais vous reprendre 4 messages sur cette Wallante. Alors Wallante, vous avez la définition là, je vous ai même mis le nom de son créateur en dessous, qui était Donald Lalonde. On ne va pas reprendre l'histoire de Donald Lalonde qui travaillait tout seul, qui est chirurgien et qui a trouvé l'adrénaline comme élément intéressant pour éviter d'utiliser un garrot et d'injecter dans une zone chirurgicale pour éviter un anesthésiste. Mais c'est comme ça que c'est né. On va juste regarder les 4 messages importants pour pratiquer tout ce que on va vous montrer avec Frédéric, et puis après ce sera à vous un peu de nous demander ce qui vous intéresse à ce sujet. Donc la première chose, c'est qu'on trouve que, même s'il n'y a pas de data, il est probablement très intéressant d'utiliser l'appareil d'écho en termes de sécurisation de notre pratique. Les chirurgiens le font à l'aveugle, ils font ce qu'ils veulent. Nous, on a un appareil, et on va vous le montrer sur certaines chirurgies. C'est intéressant en termes de sécurisation. On utilise de l'adrénaline, et là c'est intéressant, mais nous on n'est pas trop gênés parce que c'est le type de solution qu'on a, d'utiliser des faibles doses d'adrénaline pour éviter des complications d'ordre ischémique, d'utiliser du bicard pour pouvoir tamponner un peu et d'éviter les douleurs, et puis de faire attention à ces contre-indications, et on reviendra à la contre-indication en reprenant l'exemple de la chirurgie du doigt. Donc ça c'est le premier message, c'est qu'on a un environnement, et c'est pour ça que c'est très adapté à notre technique. Le deuxième message, c'est qu'on parle tout souvent de Wallante comme un élément unique de chirurgie, et vous allez voir que ce qu'on vous proposera avec Frédéric, c'est qu'on peut la combiner à nos pratiques initiales, et qu'on n'est pas forcément obligé de se jeter sur de l'utilisation unique d'infiltration dans la zone opératoire. On peut la combiner, on peut vous parler de clavicule, on vous parlera de tendon d'Achille qui est une solution incroyable, on pourra vous parler de chirurgie de la main. Donc c'est simplement qu'on peut soit l'utiliser seul, ce qui peut marcher très bien, mais on peut très bien débuter avec une combinaison, et la combinaison permettra en plus de combiner des durées d'anesthésiques locaux pour avoir de l'analgésie. Le troisième message, c'est le délai d'action et le massage, comme dirait Frédéric. Ça, il a massé un nombre de personnes, celui-là. Et donc le délai d'action, c'est important, c'est 30 minutes. Pas le délai d'action de l'anesthésique locale, mais le délai d'action de l'ischémie locale, du garrot chimique. Et ça, c'est important si vous voulez être efficace et si vous voulez pas avoir des chirurgiens qui sont un petit peu gênés sur un plan hémostatique. Il faut avoir ces 30 minutes. Ça a largement été démontré par les travaux de Donald Lalonde, et c'est important d'avoir ce délai. Et le massage est important parce que certains chirurgiens seront peut-être gênés par l'infiltration, et de masser, ça permet d'aider à la diffusion et ça permet de diminuer un petit peu les modifications locales pour les chirurgiens. Alors ça peut être fait par soi-même, par vous-même, ou alors par le patient lui-même. Au bout d'un moment, c'est ce que propose largement Frédéric. Le dernier message, c'est quand on veut faire ça, eh bien, il faut vraiment discuter, ça c'est une partie de nos chirurgiens, il faut vraiment en parler avec les chirurgiens. C'est à eux de nous donner l'aval de cette injection sur un territoire opératoire. Et l'autre chose, il faut largement connaître les techniques chirurgicales.
Si on ne connaît pas les techniques chirurgicales, si on ne connaît pas les zones d'incision chirurgicale, eh bien la Wallante, en fait, elle ne marchera jamais. Parce qu'on va injecter de l'adrénaline pour avoir de l'ischémie dans la zone chirurgicale. Donc il faut connaître au moins les incisions, il faut connaître les temps chirurgicaux. Et donc c'est très important d'avoir ce couple chirurgien-anesthésiste pour pouvoir utiliser au mieux ces techniques de Wallante. Et à partir de là, donc déjà, vous avez des fiches qu'on a mis en place au sein de Drouot pour pouvoir aider à la réalisation de la Wallante. Alors là-dessus, il y a un illustrateur, Charles Boissier, qui nous fait des images juste incroyables pour bien comprendre l'anatomie et son anatomie et l'anatomie chirurgicale. Et puis après, on va pouvoir décliner. Donc ce qu'on va pouvoir vous montrer, c'est à vous de nous demander une des premières techniques, et une technique assez simple, robuste en termes d'efficacité, de reproductibilité et intéressante sur un plan de parcours patient, c'est le dos arceau. C'est un truc vraiment intéressant. Après, vous allez avoir le canal carpien, qui est aussi quelque chose de très intéressant en termes de Nogaro, déambulation facile. Ça aussi, c'est très intéressant. Les kystinoviaux, on ne va pas vous les montrer parce qu'on n'en a pas. Un tendon d'Achille, on en a un. Donc, on va pouvoir vous montrer ce qu'on peut faire aussi en termes de combinaison. Et celui-là, c'est un bon exemple de combinaison de l'anesthésie loco-régionale avec un garrot chimique autour du tendon d'Achille quand on a une rupture ou quand on a une chirurgie de l'extrémité du tendon d'Achille. Ça, c'est quelque chose d'intéressant. Les deux Kervin. La clavicule, c'est un exemple hyper intéressant, l'ablation de matériel, où on ne va pas forcément faire un bloc ou une infiltration de la clavicule, mais qu'on peut associer à un interscalénique. Vous allez avoir le subclavier qui innerve, comme on peut le voir là, toute la clavicule. Vous ajoutez cette technique-là d'infiltration autour de la clavicule et vous allez avoir vraiment un bloc qui va être d'abord très efficace et pour lequel vous serez très intéressant. Et puis après, je vous mets celui-là, la Certus, on n'en parlera pas parce que, bon... Je ne sais pas si c'est important d'en parler, mais vous avez ici des praticiens qui font ce type de chirurgie parce qu'il y a des indications ou pas. Et bien là aussi, il y a de la technique qui peut être utilisée. Donc voilà tout ce qu'on va essayer de vous montrer. On va vous montrer quelles sont les limites, quelles sont les zones importantes à connaître. Et surtout, si vous avez des questions en termes de réalisation ou même de blocs que vous souhaiteriez qu'on vous montre avec cette Wallante, n'hésitez pas à poser la question. Et surtout, n'hésitez pas à partir de maintenant, à utiliser cette tumescente qui n'est pas très élégante en termes de pratique. On injecte un gros volume de lidoadré, c'est assez moche, mais qui permet, ou en tout cas nous, qui nous a changé notre façon de faire, aussi bien en termes d'efficacité, parce que là, vous devenez vraiment très efficace, vous obtenez largement le 100% dont parlait Laurent en rajoutant cette technique, et puis vous apportez ce Nogaro qui facilite le parcours, évite à la penseuse de le chercher, de le gonfler, il est mal placé, il fait mal. Donc tout ça peut être vraiment très intéressant. Mais là encore, si votre couple chirurgien-anesthésiste le veut. Si le chirurgien ne le veut pas, en aucun cas, il faut leur imposer. Nous, on en a certains qui ne voulaient pas, qui ont débuté avec un garrot. Et puis après, c'est la penseuse qui oublie de le gonfler. Après, c'est la penseuse qui oublie de le poser. Puis après, c'est lui qui se rend compte qu'il n'y en a plus. Et puis après, l'affaire est jouée. Ça mûrit plus ou moins. Mais en tout cas, il ne faut pas, à mon avis, se confronter, mais juste l'utiliser, quel que soit le choix du chirurgien, pour optimiser votre pratique. Et ça viendra tout seul, ça va mûrir. On va juste maintenant changer le machin. Oui, puis je pense, Seb, c'est surtout que vous soyez informés, parce qu'un jour, il y a peut-être un chirurgien qui va venir vous voir, qui va vous parler de la Wallante, et si vous dites non, c'est un truc de chirurgien, je ne fais pas, il y a quelques chirurgiens qui pourraient à un moment commencer à s'éloigner de nos blocs opératoires, aller voir ailleurs, aller faire autre chose, et le faire en moins bien. Parce que je vous rappelle qu'on a quand même une vision qui est largement au-delà du chirurgien sur l'anesthésie. C'est pas juste endormir quelqu'un pour être opéré, c'est également soulager pour la douleur post-opératoire. C'est l'idée des tronculaires, améliorer le parcours, permettre aux patients de sortir plus vite. Alors pour la main, Sébastien parlait d'ambulation, on ne les fait pas partir en brouette du bloc opératoire, mais un patient qui a une main qui ne dort pas, qui n'a pas de bloc moteur, qui n'a pas le bras qui est mort, parce que c'est ce que nous disent les patients lorsqu'ils ont des blocs axillaires, il va pouvoir se restaurer tout seul, il va se rhabiller tout seul, et globalement, il part dans les 5 à 15 minutes qui suivront la fin de l'intervention. On n'a pas de gel? Ah, ça va être difficile, j'ai pas trop d'idées là. Oui, je suis sûr que quelqu'un d'autre pourrait nous prêter du gel. De quoi? J'ai pas voulu te gêner pendant ta présentation. C'est un vieux couple, là. C'est compliqué. Je passais juste dans le couloir et me faire rentrer. Fais quoi? Tu veux le tendon d'Achille? Donc moi je veux des avis. Voilà. Pour le tendon d'Achille... Je vais commencer par quoi? Le doigt arceau qui est sympa, facile. Le seul... Ah putain, il va peut-être falloir patienter un petit peu. Fallait Dans pas le tendon demander. d'Achille, il nous faut du gel. C'est le seul truc. On va le faire à la fin, sinon vous allez vous barrer. Elle est forte. Non, celui qui est sympa, c'est le doigt arceau. Le doigt arceau, il est hyper sympa. Il a une petite limite, c'est que
La ponction dans la main peut être parfois inconfortable, donc il faut y associer là le maximum d'empathie que vous puissiez avoir, le maximum de conversationnel, d'hypnose conversationnelle ou de choses comme ça, parce que ça picote quand même. Hein. Et puis bah, celui-là, tu veux faire celui-là ou tu feras le canal carpien? Je crache. non, T'as du truc? Oh, c'est bon. Il y a le gel, il y a le gel. Il y a du gel. Il y a un moment qui arrive. Merci. Attends, Maman est là, le micro est là, le Seb est là. Hop là, bouge pas. Ah là, c'est bon. Tiens. Vas-y, balance l'eau parce que. Non, ça va sécher, ça va être long. C'est bon. C'est bon. Alors, là, vous allez avoir une image qui est assez simple. Je sais pas, on va t'opérer lequel? Tiens, tu peux prendre le pied De quoi? comme ça, tu mets Tu le prends. micro sur un pied à micro, tu te fais plus. Ouais, il est souple. Vas-y. Bah vas-y, toi qui as fait la démonstration du premier. Toto Pipo font de la live démo. C'est le Stade de France là. Donc on y va. Donc geste assez simple. Doigt ressaut. On va partir sur le troisième doigt. C'est celui-là qui est bloqué chez toi. Ouais. Donc Premier élément important, ce que j'avais dit, la chirurgie. Où est-ce qu'il incise le pépère? Si jamais vous infiltrez pas là où il incise le pépère, ça va pas marcher. Donc demandez toujours à votre chirurgien où est-ce qu'il va inciser pour vous assurer d'infiltrer dans la zone de chirurgie. Sinon, vous pouvez être un peu limite, surtout si vous avez un petit gars qui fait du petit chirurgie, ça va, petite incision. Si vous avez un gars qui commence à vous faire des grosses abords, il faudra vraiment infiltrer sur l'ensemble de la région opératoire. Donc c'est le chirurgien. là C'est Frédéric Ossachon. on va vous montrer une technique qui est simple, mais qui était faite ou qui est faite dans certains centres en bloc axillaire. Donc l'idée là de faire cette infiltration à la base du doigt, c'est de remplacer le bloc axillaire. C'est pas de faire rentrer des patients au bloc qui ne venaient pas au bloc. Ils sont déjà au bloc, ils sont opérés actuellement et ils ont une indication de bloc axillaire dans beaucoup de structures. Donc lorsque l'on fait l'anesthésie dite de Wallant, donc d'infiltration locale de lidocaïne adrénalinée, c'est une chirurgie qui est peu douloureuse. Donc l'anesthésiste que nous sommes pose la question, est-ce qu'il faut mettre quelque chose de longue durée? Est-ce qu'il faut faire une tronculaire? Non, c'est des patients qui ont peu mal, prennent rien en post-op, parfois un peu de paracétamol. Donc on a décidé de ne faire que l'infiltration comme si on était des chirurgiens. Là, globalement, ce que vous voyez au centre de l'image, c'est le tendon fléchisseur de mon troisième doigt qui va bouger. Et en dessous, il y a un petit peu de liquide. Alors, je ne pense pas qu'il soit particulièrement inflammatoire, ton doigt, mais on ne voit pas toujours autant de liquide au sein de la gaine. On n'en voit pas. Mais tu sais, mais tu n'aurais pas un... Non, c'est quelqu'un de très poli et très respectueux, Seb. Parfois un peu combatif, mais on arrive à s'y faire, mais très poli. Au niveau donc de ce tendon fléchisseur, c'est à cet endroit que finalement, souvent, il y a un petit kyste qui se développe sur la... T'as mal? Ah, bah, il y a peut-être un truc. C'est à ce niveau-là que ça bloque. Donc le chirurgien va venir inciser globalement là où Seb vous montre la flèche. Lorsque vous diffusez le produit, vous piquez, moi je pique dans le plan, vous piquez hors du plan, vous faites ce que vous voulez. L'idée c'est de savoir où vous devez aller. Vous devez aller exactement entre le tendon et la peau. Voilà. Top. Arrête de bouger. Non, là tu n'y vas pas, parce que ça c'est la gaine normalement du tendon fléchisseur, et les seules histoires cliniques qui sont rapportées de nécrose cutanée et de nécrose d'ischémie digitale, c'est des injections qui ont été faites à l'aveugle dans des situations faites par le chirurgien et qui sont associées à des nécroses cutanées. Il est possible, il est probable que ce soit des injections dans la gaine qui est diffusée tout le long de la gaine et qui a entraîné des ischémies prolongées chez des patients avec des terrains un peu plus fragiles et qui ont donc eu des amputations de doigts. C'est des cas extrêmement rares. Il y a eu une méta-analyse des complications en Wallant. Ça a représenté même pas 0,01% des complications que cette ischémie de doigts. Et heureusement, puisque aujourd'hui, dans le quotidien d'un certain nombre d'anesthésistes français, je pense à Sébastien Campard, où ils sont à plus de 10 000 anesthésies de type Wallant, ils ne décrivent aucune ischémie digitale avec amputation. Ce qui est important, parce que pour réverser l'adrénaline, on n'a plus d'antidote en France. Donc, ce qu'il vous dit, c'est qu'il va falloir éviter, enfin, les problématiques qu'on va avoir sont souvent liées à des mauvaises administrations ou injections, et que pour le moment, le reverse, on n'en a plus. Quoi. Mais ce n'est pas une raison qui va bloquer la pratique de notre... Donc là, on leur a montré le truc le plus simple, Ouais, et on leur a fait le plus peur. Mais globalement, non, il a pas peur. dans la pratique, c'est quelque chose qui se fait très simplement, sans Et si complication. jamais tu faisais une chirurgie de l'extrémité de mon doigt? Alors, si je faisais une chirurgie de l'extrémité de mon doigt, je vais rester dans ce raisonnement de je veux un parcours où le patient va pas avoir besoin de garrot, va pas avoir besoin de bloc axillaire. Donc, pour toute la chirurgie distale du doigt, nous, on a décidé de ne pas faire de Wallant, de ne pas aller infiltrer de la lidocaïne adrénalinée au bout du doigt, parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle le bloc digital, qui est quelque chose de très intéressant avec le garrot de doigt. C'est toujours en accord avec le chirurgien. Si votre chirurgien il refuse de mettre des garrots de doigt, il met un garrot au niveau du bras.
À ce moment-là, vous allez être obligé de faire un bloc axillaire, même pour une chirurgie de panarie distale du doigt. Et donc, dans ces cas-là, on fait exactement la même injection, sauf que au lieu d'utiliser de la lidocaïne adrénalinée, on ne fait pas de doigt lente, on met un anesthésique local de longue durée, naropéine, chirocaïne. Et là, vous avez de l'analgésie pendant 24 à 48 heures chez certains patients. Le garrot chimique, vous ne l'avez pas fait, donc vous avez le garrot physique posé à la base du doigt. Et quand vous faites ça et que vous mettez un garrot physique à la base du doigt, il vous manque un territoire cutané qui n'est pas endormi, c'est les rameaux dorsaux du doigt sur la première phalange. Pour les endormir, de façon simple, là, il n'y a même plus besoin de son échographie, vous pincez la peau et vous piquez avec votre aiguille, vous mettez 2-3 millilitres et vous massez. Je crois que le massage, c'est le mot-clé des anesthésies par infiltration pour bien diffuser le produit et pour rendre aux chirurgiens des mains qui soient comme si vous n'aviez rien fait, puisqu'ils aiment bien que vous n'ayez quasiment rien fait, mais que le patient ne sente rien. Donc globalement, bloc de doigts, naropéine, c'est extrêmement intéressant. Si on fait, tu veux ton tendon d'Achille ? Ok. Comment tu veux que je le mette ? Oui, il reste 5 minutes, donc oui, on va passer au tendon d'Achille. C'était quel volume pour le doigt 5 millilitres. La différence de concept entre le doigt ressaut et la chirurgie du doigt, c'est qu'il y en a un où vous infiltrez dans la zone chirurgicale, vous allez probablement avoir les rameaux palmaires, mais pour la chirurgie du doigt, ce que vous voulez, c'est injecter à proximité des vaisseaux. Vous avez artères, on les voyait très bien chez moi. Au micro, c'est enregistré. On avait des petits vaisseaux, puis à côté des petits vaisseaux, vous avez des nerfs. Et quand on fait la chirurgie du doigt, ce qu'on va faire, c'est ces rameaux palmaires sur la face dorsale et ventrale, comme l'a dit Frédéric. Donc on a vraiment une différence de concept, en fait. Il y en a un, c'est on est sur la zone chirurgicale, et l'autre, on veut les petits rameaux pour pouvoir faire le doigt. Le truc que vous avez demandé, qui était le tendon d'Achille, en fait, le tendon d'Achille, c'est parti d'une idée débile qui est... Ah, pardon. Allô ? C'est parti d'une idée débile qui était que le tendon d'Achille, sur le ventre, on a deux difficultés, c'est la gestion du garrot et la gestion de l'incision sur le cutané postérieur de cuisse, qui est une branche du nerf sciatique et qui vient parfois innerver la jambe et le tendon d'Achille. Et qu'on ne peut pas le bloquer quand on fait pas tout le temps en tout cas, quand on fait une approche même très proximale. Donc parfois on était bien avec un garrot, et puis parfois ça piquait quand on infiltrait là, et puis parfois c'est le garrot qui gênait alors qu'on était bien en chirurgie. Donc un jour, comme ça, on a décidé de changer un peu la pratique et puis de combiner. Donc ce qu'on fait maintenant pour nos tendons d'Achille, et ce qui est un bon exemple des combinaisons, c'est qu'on fait d'abord un bloc ici que je ne peux pas vous montrer, mais que vous connaissez très bien, qui est un bloc sciatique poplité, qui est très simple à faire. Et quand vous avez l'habitude de faire ce bloc, jusqu'au-dessus du nerf sciatique, vous allez pouvoir découvrir facilement le cutané postérieur de cuisse, qui est vraiment facile à visualiser à force de le faire. Après, on n'est pas obligé de le faire parce que nous, de toute façon, on va infiltrer. Et juste après, ce que vous allez faire, c'est infiltrer. On va retrouver chez Frédéric le tendon. On va retrouver... Je vais mettre comme ça. Chez Fred, le tendon d'Achille, qu'on retrouve très bien juste là, qui, dans cette configuration-là, est normal, donc on n'est pas trop gêné. C'est assez sympa, en plus, aux patients de montrer leur tendon qui est souvent complètement déchiqueté. Et ce que vous allez faire, c'est simplement infiltrer, juste sous échographie, là encore, parce que ça ne sert à rien d'injecter dans la gaine, on trouve, mais d'injecter juste de chaque côté du tendon d'Achille, juste entre le tendon et la structure musculaire. Donc on va aller suivre le tendon et injecter tout le long ici du tendon d'Achille, donc des deux côtés. Donc là j'étais d'un côté, ça va être peut-être un peu plus compliqué de l'autre parce que j'ai la table, mais on va aller injecter voilà ici. Et ce que vous allez juste faire, c'est pas très élégant, hein, c'est juste injecter de part et d'autre du tendon en jouant sur le volume, parce qu'en fonction de la chirurgie, et là aussi c'est important de le savoir, vous allez avoir des approches soit ouvertes, soit avec des ténoligues, avec des points de ponction du ténoligue qui peuvent être très proximales, des incisions qui peuvent être très proximales en fonction de la zone de rupture. Et là aussi, ça permet de connaître la zone de rupture et de savoir la distance sur laquelle vous avez infiltré. Et donc, vous allez infiltrer sur une distance qui va être de 15, 20, voire 30 cm, avec des volumes importants. Donc moi, maintenant, je dilue ma lidoadrée parce que Sébastien Campard, lui, il dilue énormément. Il a une efficacité de garrot chimique. Donc moi, je fais la même chose pour éviter d'avoir trop de médicaments. Donc je prends de la lido 1 que je dilue et puis je vais injecter 10 cc de chaque côté. La question qu'on s'était posée ou qu'avait soulevé Fred à cette époque-là, c'est qu'effectivement, ces chirurgies-là, parfois, les patients partent avec une botte qui peut être une botte plâtrée ou une attelle, avec un pansement qu'ils vont peut-être pas forcément découvrir. Et le risque qu'on pouvait avoir, c'est qu'on voit bien, c'est une peau qui est très fine, qui a déjà parfois été un petit peu malmenée par la lésion. Il y a parfois un peu d'hématome. On aurait peur
d'avoir une ischémie cutanée. On en a maintenant une série qui est vraiment très importante. Il pleuve, les tendons d'Achille, je ne sais pas pourquoi. Nous, ça nous réjouit parce que c'est hyper intéressant à faire. Et donc, pour le moment, on n'a jamais eu aucun problème, trouble infectieux, trouble de nécrose cutanée avec cette technique, avec des chirurgiens qui sont très contents. Vous avez, au bout d'une demi-heure, une visualisation péropératoire sur de la voie ouverte qui est incroyable. Et vous avez un confort du patient qui est incroyable. Vous avez une tolérance du DV sans aucune sédation qui est vraiment très forte. Et surtout, comme le disait Frédéric, vous avez des patients qui vont sortir directement avec leur attelle et puis avec un bloc qui va n'intéresser que la jambe et pas la cuisse et la jambe. Donc avec une déambulation et des mobilisations qui seront beaucoup plus intéressantes. Donc ça, c'est un bel exemple des combinaisons. Cette combinaison, vous pourrez exactement avoir la même ici sur la clavicule. C'est exactement la même chose sur la clavicule, avec des infiltrations qui vont permettre, sur les fractures de clavicule, sur les ablations de matériel, qui va vraiment rendre les choses faciles. Nous, sur les fractures de clavicule, on fait attention au patient et à son choix, parce que retirer une vis, il n'y a pas trop de bruit, il y a un tournevis. Mettre des vis, quand le patient a la perceuse là, tout le temps, ou le moteur, pendant quelques minutes ou plusieurs minutes, parfois c'est déjà un petit peu encombrant et parfois vecteur d'inconfort ou de stress. Donc pour la chirurgie, certains on les fait, d'autres parce qu'ils ne souhaitent pas, on va les endormir. Mais on va quand même faire l'ensemble parce que ça va vraiment faciliter les choses. Et l'autre exemple, juste l'infiltration du ligament annulaire du carpe. C'était ce qu'on fait sur les canaux carpiens. Alors, pour commencer un canal carpien, quand on n'a pas l'habitude, les canaux carpiens, ça c'est une technique que développent largement Annecy et Laurent. On fait un médian que vous voyez au centre de l'écran. On rajoute ici un ulnaire qui va être juste à côté de mon vaisseau. Donc vous faites ça à la partie moyenne du bras. Vous allez avoir une anesthésie, la face plantaire. Et puis après, il fallait juste infiltrer cette base-là pour avoir les deux rameaux sensitifs de la partie antérieure, latérale et médiale de l'avant-bras. Et là, vous pouviez inciser et puis après faire la chirurgie que vous voulez, ouverte, avec un ciseau, sous endoscopie. Le problème, c'est que vous avez un garrot pneumatique. Donc là, c'était la même idée, c'était de se dire que le garrot pneumatique, on va le faire avec la Wallante. Et donc, au-dessus de la flèche, ce qu'on voit très bien, c'est mon ligament annulaire du carpe. On le voit très, très bien. Et si jamais on regarde un peu plus loin... Attends, je suis dans quel schnutz ? Voilà. Et là, si on regarde un petit peu plus vers la gauche de l'écran, on va retrouver un vaisseau. Ça, c'est mon arcade palmaire. Donc là, l'objectif, c'est d'aller injecter dans le ligament annulaire du carpe, au-dessus du ligament annulaire du carpe. Sébastien Campard va sous le ligament annulaire du carpe. Nous, on n'y va pas parce que dessous, il y a un élément qui s'appelle le nerf médian qui va se retrouver coincé entre les fléchisseurs et le ligament. Donc, on n'ira pas à cet endroit-là, mais on ira infiltrer dans cette région, sur toute cette bande blanche, chez qui, lorsqu'on a des patients qui sont très gênés, on a l'impression quasiment de rentrer dans du contreplaqué, en fait, tellement c'est dur, leur ligament. Et on va infiltrer ce ligament. Et pour le moment, on a vraiment une efficacité qui, sur un travail même qu'on avait fait, qui est incroyable, avec jamais de sédation nécessaire, avec un confort lors de l'infiltration dans la main qu'il va falloir maîtriser, parce qu'il y a des patients qui n'aiment pas trop, c'est un petit peu doudouillant. Et puis surtout, il ne faudra pas oublier, c'est peut-être l'infiltration qui est la plus gênante, d'infiltrer ici la base de la main. Donc nous, en fonction des pratiques, on l'a fait avant, après. Moi, je fais souvent l'infiltration, et en revenant, eh bien, la petite boulette. Et après, comme vous disiez Frédéric, c'est le massage qui va être important. Le massage qui va être important pour le chirurgien, pour essayer de diminuer les modifications architecturales et pour lui rendre soit à la caméra, soit à voie ouverte, eh bien une qualité de chirurgie intéressante. Et puis voilà. Donc ça aussi, c'est un bon élément. Alors après, on s'affranchit après des tronculaires. Mais je vous invite, quand vous commencez à les faire, pour vous assurer l'efficacité. Puis maintenant, on s'affranchit, on ne fait plus l'ulnaire. Certains font plus le médian. Enfin voilà, on s'affranchit. Mais au début, ça permet de coupler des techniques dont on sait qu'elles sont efficaces avec ce garrot chimique, et puis après l'utiliser comme garrot et anesthésie. Donc après, c'est à vous de voir dans votre environnement comment vous pouvez le faire, encore une fois en accord avec votre chirurgien pour le faire de manière très convenable et correcte. Donc voilà. On va couper, Seb, on va conclure. Merci infiniment. On peut applaudir les